Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des Sentinelles. Alors depuis le début de l'année 2021, nous avons souhaité vous retrouver régulièrement pour présenter les résultats des études qui ont pu voir le jour grâce à votre participation, à celle de toutes les Sentinelles. Notre communauté compte aujourd'hui plus de 35 000 membres et continue sa mission depuis sa création qui est de rapprocher les citoyens et les chercheurs, les patients et les médecins pour accélérer la recherche en les faisant travailler tous de concert. Plus d'une quarantaine d'études ont été lancées depuis la création des Sentinelles et il est essentiel pour nous de présenter les résultats que les chercheurs ont pu obtenir grâce à vous, grâce à votre participation et aussi les suites qu'ils vont y donner, que ce soit pour poursuivre leurs recherches grâce aux résultats qu'ils ont obtenus ou pour modifier la façon dont les personnes confrontées à la maladie sont prises en charge et soignées. Alors aujourd'hui, cette conférence va traiter d'un sujet essentiel, l'hormonothérapie après un cancer du sein, ses effets secondaires et son impact sur la qualité de vie des femmes. Vous êtes très nombreuses à être concernées, puisqu'on sait que près de 3 patientes sur 4 sont traitées par une hormono, et cela s'est déjà vu dans vos nombreux commentaires que vous nous avez laissés sur les réseaux sociaux pour l'annonce de cette conférence. Plus de 1100 sentinelles ont ainsi participé à une étude qui visait à mieux connaître ces effets secondaires et leur impact sur la qualité de vie, et c'est donc le sujet du live de ce soir. Nous accueillons pour la présentation des premiers résultats de cette étude le docteur Louise Benoît de l'hôpital européen Georges Pompidou, le docteur Anne Puchard de l'hôpital Tenon et le docteur Paul Cotu de l'Institut Curie. Dans un premier temps, les docteurs Benoît et Puchard vont nous présenter la méthodologie de leur étude, comment elles ont abordé ce sujet complexe, quels outils elles ont utilisés pour l'étudier, puis leurs premiers résultats. Et notamment celui-ci. Il est important que les chercheurs disposent des bons outils pour mesurer correctement la réalité vécue par les femmes. Vous aurez ensuite la parole pour aborder vos questions plus concrètes. Vous pourrez donc poser directement vos questions dans le chat qui est accessible à droite de votre écran. Et donc, nous aurons dans un deuxième temps une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Nous tâcherons d'aborder l'ensemble des sujets qui seront abordés sur lesquels vous nous interrogerez, même si nous ne pourrons pas forcément répondre directement à chacune d'entre vous, mais nous essaierons de couvrir un maximum de sujets pendant cette deuxième partie de la conférence. Je ne vais pas être beaucoup plus long, et donc je vais laisser tout de suite la parole à Louise Benoît et Anne Puchard pour la présentation des résultats de leur étude. Vous pouvez partager votre écran et la parole est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis donc le docteur Puchard et aujourd'hui, je suis donc chef de clinique et avec le docteur Benoît, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hormonothérapie et de la qualité de vie des patientes dans le cancer du sein. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente puisqu'elle touche une femme sur 8 en France, ce qui représente plus de 2 millions de nouveaux cas par an dans le monde. Environ 75% des cancers du sein sont dits hormonosensibles, c'est-à-dire qu'ils vont être éligibles à une thérapeutique anti-hormonale ou hormonothérapie prescrite pour une durée de 5 à 10 ans et dont il existe 2 catégories. On a tout d'abord les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes qui vont bloquer la production des œstrogènes au niveau ovarien, comme le tamoxifène, qui est donné et prescrit chez les patientes non ménopausées. Et il existe l'inhibiteur de l'aromatase qui, lui, va empêcher la transformation des hormones stéroïdiennes en œstrogènes par le tissu graisseux et les surrénales. Ces thérapeutiques-là, elles sont données chez les femmes ménopausées. Malheureusement, ces traitements ont des effets secondaires majeurs et nombreux, dont là, je cite simplement quelques exemples et on a bien conscience qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ils sont responsables notamment de bouffées de chaleur, de fatigue, de prise de poids et ils ont également des conséquences et des effets secondaires qui leur sont spécifiques avec pour le tamoxifène des troubles du cycle, des anomalies de l'endomètre qui nécessitent une surveillance régulière. Et pour les inhibiteurs de l'aromatase, il y a également des douleurs articulaires et des douleurs musculaires avec une ostéoporose qui peuvent être parfois majeures.
L'amélioration des thérapeutiques et la prise en charge du cancer du sein a bien sûr permis d'améliorer la survie. Et tous ces bénéfices nous autorisent aujourd'hui à parler de guérison, mais nous obligent également à parler de chronicisation. Et dans ce contexte, il semble essentiel et primordial de s'intéresser à la qualité de vie de nos patientes. Il n'existe pas une seule qualité de vie, mais plusieurs qualités de vie. Il y a bien sûr la qualité de vie en relation avec les symptômes, en relation avec l'état émotionnel et l'état cognitif, mais il y a également la qualité de vie professionnelle, sociale et financière. Tous ces aspects de la qualité de vie peuvent être évalués à l'aide de questionnaires normés qui ont été validés dans la littérature. L'objectif de nos études, elle était celle-là, évaluer l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie des patientes prises en charge pour un cancer du sein. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous parler donc des questionnaires, de l'importance d'utiliser des questionnaires validés pour pouvoir mesurer les bonnes choses. Et je vais vous parler de l'étude qu'on a menée, c'est-à-dire de la validation des questionnaires QLQ-C30 et QLQ-BR23, dont je vous parlerai juste après, à l'aide de la cohorte des sentinelles, à savoir que valider ces questionnaires sur une cohorte électronique, c'est la première étude au monde qui a été réalisée dans ce but-là. Donc, les sentinelles, au sein de cette étude, c'est 1140 patientes. C'est la deuxième plus grosse cohorte électronique en France qui nous ont permis à nous de pouvoir mener ces études et ces recherches en répondant à des questionnaires tous les 4 mois et ce pendant une durée de 2 ans. Avec l'amélioration des thérapeutiques dont je vous parlais et le bénéfice en termes de prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein, il nous paraît donc évident qu'on ne peut plus et qu'on ne doit plus évaluer l'efficacité des traitements uniquement avec des paramètres cliniques comme l'activité antitumorale, la survie sans récidive ou la survie globale. Et c'est la raison pour laquelle le ressenti des patientes sur leur état de santé est devenu primordial dans l'évaluation des stratégies thérapeutiques en oncologie. Ça va permettre d'être tout d'abord un outil de surveillance des effets secondaires parce que il est vrai que les médecins, nous avons tendance à nous focaliser sur les effets secondaires qui sont graves, parfois en négligeant à tort des effets secondaires qui nous paraissent peut-être moins graves, mais qui ont pourtant un réel impact sur la qualité de vie. Ça va nous permettre également de mieux identifier la durée et l'intensité des symptômes et donc d'améliorer la qualité des soins et l'observance thérapeutique qui est primordiale quand on est face à des thérapies orales. Et enfin, ça va nous permettre également de favoriser la communication, d'améliorer la relation entre les patientes et leurs médecins et la prise de décision médicale partagée. L'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer ont créé notamment 2 questionnaires, dont un questionnaire générique qui s'appelle le QLQ-C30, qui est un questionnaire générique du cancer qui a été créé en 1988, qui contient 30 items et qui va en fait s'intéresser à 5 échelles fonctionnelles qui sont les échelles physiques, cognitives, sociales, émotionnelles, la limitation dans les activités quotidiennes. Il y a également une échelle de santé globale et 9 échelles symptômes telles que la fatigue, les nausées, vomissements, la difficulté à respirer, la douleur, les insomnies. Et il y a également un module spécifique au cancer du sein qui est le QLQ-BR23 qui, lui, a été créé en 1996 et qui va s'intéresser à l'image corporelle, au fonctionnement sexuel, au plaisir sexuel, aux effets secondaires des traitements et notamment également aux perspectives futures. Ces questionnaires, c'est des questionnaires qui ont été
validés, qui sont créés à l'aide de médecins spécialistes, mais également dans la création des questionnaires, on invite les patientes, ce qu'on appelle des patientes experts, pour pouvoir créer des questionnaires qui leur ressemblent et qui est capable de prendre en compte tous les aspects de la pathologie et de la symptomatologie. Alors, pourquoi valider un questionnaire? Un questionnaire, il est valide s'il mesure effectivement ce qu'il est censé mesurer, d'accord? Et c'est aussi pour ça qu'on le crée avec des patientes, pour pouvoir avoir des questions qui nous semblent pertinentes. Une fois que le questionnaire il est créé, il faut s'assurer par différentes méthodes statistiques et mathématiques que celui-ci est valide. Sans rentrer dans le détail statistique de comment on fait pour valider un questionnaire, il y a des éléments qui sont évidents. Il faut bien sûr que les questions elles soient pertinentes, qu'elles aient un sens. Et pour ça, il faut s'assurer de l'absence de ce qu'on appelle d'effet plafond ou d'effet plancher. C'est-à-dire que quand on pose une question sur l'impact d'une thérapeutique, si l'ensemble des patientes répondent qu'elles n'ont aucun impact lié à cette thérapeutique, cette question n'a pas de sens dans un questionnaire, parce que ça ne va pas nous permettre de mettre en évidence les choses. Par ailleurs, il faut bien sûr que les questions elles ne soient pas redondantes. Et enfin, il faut que un questionnaire, ça doit représenter dans la qualité de vie toutes les dimensions de la qualité de vie dont je vous ai parlé auparavant, que ce soit émotionnelle, physique, cognitive, financière. Et donc, il faut qu'il y ait des questions qui soient rapportées à ces différentes dimensions et qu'elles soient spécifiques à ces dimensions. Et enfin, au sein de chaque dimension, il faut que les questions soient associées à cette dimension-là. Par exemple, si on étudie la dimension physique, la qualité de vie physique, les questions qui vont porter, par exemple, sur les difficultés à la marche ou sur la difficulté à faire une longue marche, elles doivent être plus associées à cette dimension-là qu'à, par exemple, la dimension émotionnelle. Et c'est réciproque. Il faut que, par exemple, les questions sur l'irritabilité ou le sentiment de déprime soient reliés plus à la dimension émotionnelle qu'à la dimension physique. J'ai l'impression qu'on a peut-être perdu le diaporama. Anne, les diapos ont sauté là pour l'instant. Alors, je vais peut-être les partager depuis mon ordinateur. Désolée pour ce... Anne, si tu veux, je peux partager les diapos. Ah oui, je... C'est bon? Est-ce que tout le monde voit les diapos? Oui, on les voit. Est-ce qu'on peut remettre éventuellement la diapo Voilà, on en était donc à cette diapo-là. Si on peut la mettre en plein écran, s'il vous plaît. Vous la voyez en plein écran?
Bon, on va rester comme ça parce que j'arrive pas à la mettre en plein. Donc, désolée pour ces petites difficultés liées à la conférence en direct. Donc, on peut du coup passer à la diaporama suivante. Voilà. Donc là, je vous ai un petit peu expliqué quelles sont les différentes étapes pour pouvoir valider donc un questionnaire. Et donc, ces deux questionnaires qui sont le QLQC30 et le QLQBR23, c'est des questionnaires qui ont déjà été validés au moment où ils ont été mis, entre guillemets, sur le marché. Et en fait, ils sont validés de façon globale à l'aide de patientes qui répondent à ces questionnaires à l'aide d'un papier et d'un stylo. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il faut valider un questionnaire sur une cohorte électronique si celui-ci il a déjà été validé. Ce qu'on sait, c'est qu'un instrument de mesure, ça fournit des scores valides dans la situation spécifique dans laquelle il a été testé. Et avant cette étude sur les sentinelles, aucune étude au monde n'a permis de valider ces questionnaires sur une cohorte dans le cancer du sein. Et donc, en fait, avec la numérisation croissante de la médecine, les opportunités qu'elle offre en termes de suivi et notamment de la qualité de vie en temps réel, d'amélioration des pratiques, il paraît essentiel de valider ces versions électroniques des autoquestionnaires pour pouvoir avancer dans la recherche contre le cancer. Et donc, notre étude, qu'est-ce que notre étude a pu montrer? En fait, elle nous a permis de montrer, et c'est vraiment, encore une fois, c'est une première, et c'est vraiment grâce à cette population des sentinelles qui vraiment nous a donné les moyens de pouvoir valider ces questionnaires sur des cohortes électroniques, ce qui est vraiment quelque chose de déjà, enfin, un réel bénéfice et un réel avantage pour la recherche en cancérologie à venir. Ça nous a montré que la version électronique et les e-cohortes, en fait, obtiennent des résultats similaires à la validation qui a été faite initialement. Et donc, ces versions électroniques, elles sont fiables pour le suivi à long terme des patients sous traitement anti-hormonal pour cancer du sein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important puisque en médecine, on ne peut évaluer des thérapeutiques et des effets secondaires uniquement par des questionnaires qui ont prouvé leur validité et leur capacité à le faire. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la recherche aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer la parole au docteur Benoît qui va vous présenter les résultats de son étude qui est un peu plus centrée sur la population et la cohorte des sentinelles et l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie de ces patientes. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne, merci pour toutes ces précisions et toute la partie méthodologique qui est un peu technique, mais qui est quand même en vrai essentiel. Et c'est pas facile à comprendre et c'était pas facile à expliquer. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais vous faire la partie, donc maintenant qu'elle vous a présenté les questionnaires, moi, je vais faire plus la partie population. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi la cohorte des sentinelles pour notre étude? Et après, je vais finalement parler donc de l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie. Donc, déjà, on a choisi d'inclure les patientes de la plateforme Sentinelle, donc vous. On vous a inclus de 2013 à 2018 et on a exclu toutes les patientes qui avaient un parcours qu'on a considéré comme un peu complexe ou inhabituel, c'est-à-dire les patientes qui étaient métastatiques, c'est-à-dire les hommes, et les patientes qui ont récidivé. Ça nous a permis d'avoir une population vraiment homogène et donc de bien pouvoir comparer nos différents critères de qualité de vie. La plateforme des sentinelles, c'est ce qu'on appelle une e-cohorte. Une e-cohorte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est une cohorte de patientes qu'on suit sur Internet grâce à, comme vous savez très bien et mieux que moi, l'envoi de questionnaires par mail et un suivi sur Internet. Donc, au final, on avait 1193 patientes. De ces patientes-là, il y en avait 1140 qui étaient sous hormonothérapie, 430 d'entre vous étaient sous tamoxifène, 195 sous inhibiteur de l'aromatase et 451 sous traitement séquentiel.
On a comparé à la fois la population globale, donc toutes les patientes qui étaient sous hormonothérapie, et on a aussi comparé les patientes par sous-groupe, donc les patientes sous tamoxifène, les patientes sous inhibiteurs de l'aromatase et les patientes sous traitement séquentiel. Là, je vais vous présenter les différentes caractéristiques de la population, donc vous, encore une fois, traitement par traitement, en fonction que ce soit le tamoxifène, l'inhibiteur de l'aromatase seul ou le traitement séquentiel. Donc déjà, on voit que c'est une population tout à fait classique d'un traitement par inhibiteur de l'aromatase et par tamoxifène ou autre, parce que comme vous l'a dit Anne au début, les inhibiteurs de l'aromatase, c'est plutôt pour des patientes ménopausées. Donc, sans très grande surprise, parmi les 195 patientes qui étaient sous inhibiteurs de l'aromatase, elles étaient plus âgées que dans les autres groupes, donc quand même plus souvent retraitées et aussi largement plus souvent ménopausées. Donc ça, c'est une répartition tout à fait classique. Quand on regarde ensuite les types de prise en charge et la chirurgie et le traitement adjuvant, on voit qu'il y avait plus de traitements conservateurs dans le groupe inhibiteur de l'aromatase que vous voyez ici par rapport au groupe de tamoxifène, par exemple. Ça peut être lié au fait que les patientes qui sont sous inhibiteurs de l'aromatase, elles sont plus âgées. Et vu qu'elles sont plus âgées, elles font souvent partie quand même du dépistage. Donc, à partir de 50 ans, vous savez qu'une mammographie est proposée. Et vu qu'elles rentrent dans le dépistage, le cancer est peut-être détecté plus tôt. Et donc, un traitement conservateur est possible versus les patientes plus jeunes. Il y a parfois une petite errance au début. Et donc, peut-être qu'il y a un peu plus de mastectomie. C'était quelque chose qui pouvait expliquer pourquoi il y avait plus de traitements conservateurs. On voit qu'il y a aussi plus de reconstruction mammaire dans le groupe tamoxifène, ce qui, pareil, va un peu de pair avec le fait qu'il y a plus de traitements conservateurs dans le groupe inhibiteur de l'aromatase. Et aussi, les patientes plus âgées sont souvent moins demandeuses de traitements conservateurs, souvent. Pour les traitements adjuvants, par contre, il n'y a pas de différence particulière, chimiothérapie, trastuzumab ou radiothérapie, pas de différence entre les groupes. Donc là, vous voyez, en sous-groupe, la répartition des sentinelles, elle est tout à fait classique. Il n'y avait rien de particulier. Mais à l'inverse, quand on regardait la population totale, on a pu remarquer que quand même, il y avait déjà une petite sélection avec les sentinelles, c'est-à-dire que la population des sentinelles est une population relativement jeune, donc plutôt 50 ans pour un cancer du sein, et surtout, vous êtes une population extrêmement éduquée, avec 70% qui ont fait des études supérieures et quasiment 50% qui ont toutes des cadres supérieurs, donc vraiment des catégories socio-professionnelles assez élevées. Et une autre limite à l'utilisation de la cohorte des sentinelles, c'est qu'on voit qu'il y a plus de patientes qui ont de chimiothérapie. Probablement lié au fait que ce soit une population plus jeune, et ben c'est une population avec des maladies peut-être plus avancées et donc qui ont reçu plus de chimiothérapie. 70%, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à l'utilisation de la cohorte sentinelle et de l'e-cohorte en général. Déjà, un des avantages principaux, c'est qu'il n'y a pas de jugement médical. Et c'est un auto-remplissage, vous êtes à la maison, derrière votre ordinateur, vous pouvez remplir les questions comme vous voulez, comme vous le sentez, et vraiment exprimer ce que vous ressentez. Il y a beaucoup d'intimité, ce qui est très important dans un questionnaire de qualité de vie, où on pose des questions sur la sexualité, sur tout ce qui va toucher à l'intimité. Vous pouvez vraiment répondre sans avoir un regard extérieur qui peut un peu vous influencer vos réponses. Aussi, c'est très flexible, vous n'avez pas besoin de prendre du temps en plus pour remplir les questionnaires, vous pouvez le faire à la maison tranquillement, donc il y a un beau taux de remplissage et de suivi pour les patientes. Et après, c'est un avantage aussi pour nous, c'est que c'est rapide à utiliser vos données. Vu que vous avez tout rempli dans le questionnaire, tout est déjà informatisé, donc on n'a pas besoin après par la suite de retranscrire manuellement ou quoi que ce soit. Toutes les données, on les a directement et donc c'est très rapide à récolter beaucoup de données et rapidement. Par contre, comme j'ai pu vous montrer, il y a quand même quelques inconvénients à l'utilisation d'une cohorte, d'une e-cohorte. Déjà, il n'y a pas de vérification des réponses. Ce n'est pas très grave en soi, mais on réalise que certaines questions peuvent être un petit peu ambiguës et pas très claires. Donc, c'est vrai que s'il y a quelqu'un à côté pour expliquer, ça peut être mieux. Mais quand même, on essaie de faire au maximum des questionnaires assez simples et surtout sans ambiguïté. Aussi, on ne peut pas poser des questions techniques. Vous êtes bien évidemment au courant de votre traitement, mais après, on ne peut pas poser des questions techniques sur le type exact histologique, les types de récepteurs qu'ils ont sur la tumeur, des questions plus compliquées comme ça, où vous n'êtes pas forcément exactement au courant. Et la dernière limite, c'est que ça fait une sélection une sélection des patientes, parce qu'effectivement, on a les patientes qui vont être les plus investies dans la prise en charge, qui vont remplir les questionnaires. Et aussi, ça on voit bien, il faut avoir une utilisation d'Internet. Il faut Internet, une adresse mail, un ordinateur. Donc, ça va plutôt être des patientes jeunes, éduquées, avec accès facile à un ordinateur qui vont pouvoir remplir ces questionnaires. Dernière limite, c'est que
souvent, les patients des Sentinelles sont recrutés à travers l'Institut Curie, qui est quand même un centre spécialisé, un centre référent, donc avec des pathologies plus avancées, ce qui va aussi avec le fait qu'il y avait plus de chimiothérapie. Donc, Anne vous a montré quel questionnaire on a utilisé et pourquoi. Je vous ai présenté la population, donc vous, qu'on a utilisé pour faire notre étude. Et là, je vais parler plus de l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie. Et ce qui est très important, c'est comment jongler l'hormonothérapie et ce traitement, qui a quand même des avantages non négligeables en termes de survie et de bénéfices pour la santé, mais aussi qui a quand même beaucoup d'effets secondaires qui sont difficiles à tolérer. Donc, il faudra bien garder en tête, quand je vais vous montrer l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie, tout ce qu'on a dit sur les limites qu'on vient de vous présenter, sur les questionnaires qui sont loin d'être parfaits, et une population qui était peut-être sélectionnée. Déjà, on a regardé globalement juste les effets secondaires. Quand vous remplissez les questionnaires sur l'hormonothérapie et sur la cohorte des Sentinelles, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui ont rempli les questionnaires, il y avait des questions sur les effets secondaires qui sont un peu globales et après, il y avait des questions sur les effets secondaires qui sont spécifiques à un certain type de traitement. Et c'est une liste qui, malheureusement, n'est pas du tout exhaustive et même assez simple pour que nous, après, on puisse les traiter plus facilement. Donc, quand on va regarder, on voit déjà qu'il y avait quand même beaucoup d'effets secondaires liés à ce traitement. Les patientes sous tamoxifène, elles ont souvent des symptômes qui sont plutôt liés à la ménopause, donc des modifications de la libido à 35%, ce qui est quand même non négligeable, des bouffées de chaleur à 60%, donc des taux d'effets secondaires qui sont quand même assez fréquents. Pareil pour les patientes sous inhibiteurs de l'aromatase. Ce qui était vraiment très fréquent sous inhibiteurs de l'aromatase, c'était surtout les douleurs ostéo-articulaires à 60%, tout ce qui est les douleurs des articulations, tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires à ces hormonothérapies. Et comme je vous disais, c'est quand même une liste non exhaustive. C'était que quelques-uns qui vous étaient proposés et il y avait beaucoup plus d'effets secondaires que vous auriez pu rapporter. Ensuite, quand on regarde quand même le type d'hormonothérapie que vous avez eu et l'observance, on voit que malgré ces effets secondaires, vous aviez quand même une très bonne observance avec 90 patients, même plus de 90%, qui prenaient quotidiennement votre traitement, donc vraiment un suivi très rigoureux et ça, on ne peut que vous en féliciter. Mais on voit qu'il y a quand même 10% des patientes qui ont dû arrêter le traitement prématurément et le plus souvent, c'était quand même pour des effets secondaires qui étaient considérés comme invalidants et qui pouvaient effectivement être assez invalidants. Quand on regarde en fonction du type de traitement, que ce soit tamoxifène ou l'inhibiteur de l'aromatase, il n'y avait pas de différence dans les sous-groupes. C'était pareil dans les deux, autant d'arrêts dans chaque groupe. Ensuite, voilà la partie un peu plus compliquée et technique sur l'impact de la qualité de l'hormonothérapie sur la qualité de vie. Donc, Anne vous a présenté les deux questionnaires qu'on a utilisés, le QLQ-C30 et celui que je vais vous présenter après. Le QLQ-C30, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un questionnaire qui est vraiment très, très généraliste, qui va poser des questions vraiment très globales. Il y a deux échelles principales, une échelle fonctionnelle et une échelle de symptômes. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'hormonothérapie ni au cancer du sein. Donc, ça va être des questions globales sur le travail, l'état émotionnel, les capacités intellectuelles. Ou alors, pour les symptômes, ça va être sur la fatigue, les nausées, la constipation. Vraiment des choses très, très, très globales. Et on a regardé parmi toutes les différentes variables qui peuvent intervenir, donc la chimiothérapie, la ménopause, l'âge, le niveau socio-économique, lesquelles étaient considérées comme protectives sur un des items du questionnaire et lesquelles étaient considérées comme aggravant un des items du questionnaire. Pour vous donner un exemple tout simple, si on va regarder par exemple le travail et les loisirs, on voit que les inhibiteurs de l'aromatase, le haut niveau d'éducation et la mastectomie, ça va être considéré comme des variables qui vont améliorer le bien-être au travail et les loisirs, parce que à l'inverse, ce qui va être considéré comme une variable aggravante, ça va être la chimiothérapie. Donc c'est toujours quelque chose qui va être mis en regard de quelque chose d'autre. C'est là où c'est plus subtil, c'est pas juste les inhibiteurs de l'aromatase ne vont pas impacter le travail, c'est par rapport à la chimiothérapie, et ben les inhibiteurs de l'aromatase, au final, sont moins graves, entre guillemets. Et donc là, vous voyez pourquoi c'était difficile d'interpréter nos résultats dans la cohorte des Sentinelles, vu que je dis qu'il y avait 70% d'entre vous qui avaient eu la chimiothérapie et des traitements assez lourds. C'est sûr que chez une patiente jeune, avec de la chimiothérapie, avec un traitement lourd, l'hormonothérapie pouvait paraître comme moins grave, entre guillemets, comparée à la chimiothérapie. Ensuite, dans le questionnaire plus spécifique sur le cancer du sein, le QLQ-BR23,
on regarde une échelle fonctionnelle et symptômes, un peu de la même manière. Et là, ça va être plutôt sur le plaisir sexuel, l'image corporelle, les douleurs au niveau du sein et d'autres questions un peu plus spécifiques au niveau du cancer du sein, mais pas spécifiques encore à l'hormonothérapie. Et donc là, on va voir qu'à nouveau, les inhibiteurs de l'aromatase sont plutôt comme quelque chose de protectif sur l'image corporelle et la fonction sexuelle, mais pas sur le plaisir sexuel, où au contraire, c'est quelque chose d'aggravant. Mais encore une fois, c'est vraiment à mettre en relation avec les autres traitements reçus. C'est sûr que quelqu'un qui a eu une mastectomie et de la chimiothérapie, ça va plutôt être ça qui va impacter l'image corporelle que les inhibiteurs de l'aromatase. Donc ça, c'est un peu la difficulté de nos questionnaires et la difficulté de notre travail. Donc au final, on a vu que quand même l'hormonothérapie avait de nombreux effets secondaires qu'il fallait mettre en balance avec l'impact sur la qualité de vie, tout en prenant en compte que quand même l'hormonothérapie, ça a montré un réel bénéfice dans la survie pour le cancer du sein. Ce qu'il faut vraiment garder en tête sur notre questionnaire, c'est que c'était une population très sélectionnée. Les sentinelles, vous êtes des patientes qui sont très éduquées, qui sont plutôt jeunes, qui sont très investies dans votre prise en charge. Et donc, ça peut induire certains biais sur comment est-ce que c'est perçu la qualité de vie, comment c'est perçu certains symptômes. L'autre souci, c'était le questionnaire qu'on a utilisé. Est-ce qu'ils sont vraiment les plus adaptés? Le QLQ-BR23, il date de 1996 et vous pouvez imaginer que depuis, il y a quand même eu énormément de progrès qui ont été faits dans le cancer du sein. Et le QLQ-C30, vous avez pu voir, c'était vraiment très, très généraliste. C'était juste pour avoir un peu une idée, une photographie un peu à cet instant, comment était la qualité de vie chez les patientes avec un cancer de sein sous hormonothérapie. Mais c'est sûr que certains symptômes, type constipation, tout ça, c'est pas forcément complètement adapté aux patients sous hormonothérapie. Donc finalement, qu'est-ce qui serait le plus important? Déjà, pour la population, c'est vraiment d'être au maximum à l'écoute. Parce que ce n'est pas parce qu'une patiente a déjà eu la chimiothérapie, la mastectomie ou autre chose que l'hormonothérapie, les effets secondaires vont être minimisés. Peut-être que le corps médical, on aura une tendance à dire que c'est moins grave par rapport à, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier qu'il ne faut pas être complètement à l'écoute des patientes et des effets secondaires qui peuvent être perçus être invalidants. Ensuite, les questionnaires qu'il faudrait revoir, c'est que maintenant, il y a le QLQ-BR45 qui, lui, est en cours de validation depuis novembre 2020. Il y a 22 items qui ont été rajoutés, dont ceux qui sont spécifiques à l'hormonothérapie. Donc, ça serait beaucoup plus utile d'utiliser ce questionnaire-là qui pourrait vraiment nous amener plus d'informations sur l'hormonothérapie et la qualité de vie sous hormonothérapie. Et tout ça, c'est vraiment à mettre en balance avec l'apport de l'hormonothérapie sur la survie qui est quand même non négligeable. Donc au final, on vous remercie vraiment pour votre aide précieuse parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire cette étude et ces questionnaires et regarder l'impact de l'hormonothérapie sur la qualité de vie et grâce à vos remplissages et vos suivis rigoureux. Donc merci à vous. Merci beaucoup Anne et Louise pour cette présentation. Donc maintenant vient le deuxième temps de cette conférence. Donc, pour répondre aux questions, donc, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat à droite de l'écran. Donc, on a déjà eu un certain nombre de questions et peut-être une première pour introduire ce moment d'échange avec donc, le docteur Paul Coutu qui nous rejoint. Quelles sont un peu vos réactions par rapport à cette étude et ce que je disais en introduction, ce type d'étude, ça apporte des nouvelles connaissances pour les chercheurs, mais ça a aussi un impact pour les médecins, c'est-à-dire comment on peut éventuellement modifier la prise en charge des patientes à la lumière des nouveaux résultats qu'on a. Qu'est-ce que cette étude amène comme réflexion pour le médecin qui a l'habitude de prendre en charge des femmes atteintes d'un cancer du sein? La question est pour moi, Guillaume, c'est ça? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est le type d'étude complémentaire absolument essentiel qui vient documenter, j'ai envie de dire, le fardeau d'effets secondaires supportés par les patientes qui prennent une hormonothérapie. On dispose d'études faites indépendamment, bien sûr, de cohortes comme ça, autodéclaratives, mais donc avec d'autres limites que celles exposées par Anne et Louise. Ce qui est très intéressant ici, c'est que finalement, on retrouve et on conforte avec une méthodologie un petit peu différente, ce qui a déjà été observé et publié dans les essais thérapeutiques historiques et puis dans les cohortes de suivi plus récentes comme la cohorte nationale Canto. Bref, on a comme ça un faisceau convergent de données qui nous donne des renseignements tout à fait cohérents
sur le petit d'effets secondaires et la manière dont ces effets secondaires peuvent interagir avec la vie quotidienne des patientes. Et il n'est que de lire le chat pour s'en rendre compte, tout en sachant, et c'est aussi une des limites de l'exercice, que ces exercices d'autodéclaration masquent une autre forêt, qui est celle des patientes soit qui ont peu d'effets secondaires, soit qui s'en accommodent, soit qui les sous-déclarent, ce qui était bien sûr aussi tout à fait une option, et tout ça pouvant d'ailleurs se mélanger au fil du temps. Donc c'est des éléments de connaissance additionnels absolument essentiels. Et il y a une petite question dans la suite, pour que ça modifie la pratique des médecins, faut-il encore qu'ils soient au courant de ces résultats? Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment des oncologues peuvent prendre connaissance de ces résultats et nous expliquer un peu voilà, quelle est la vie d'une étude une fois qu'elle est terminée, comment elle rentre dans le quotidien des médecins? On peut tous répondre à ça, mais de manière générale, on dispose de plusieurs canaux d'information continue qui sont les congrès. Alors peut-être des congrès locaux, des congrès régionaux, qui peuvent être des réunions faites avec nos collègues d'établissements voisins, ce qu'on fait régulièrement. Et puis il y a aussi des congrès internationaux. Donc ça, c'est l'aspect, j'ai envie de dire, parole, si vous voulez. Il y a un deuxième point qui est aussi essentiel, qui est la littérature médicale. Nous passons notre vie à lire des journaux médicaux, de manière et nous avons en matière de cancérologie mammaire une quinzaine ou une vingtaine de journaux que nous lisons quotidiennement, qui nous servent à enregistrer les nouvelles connaissances, en tous les cas dans les domaines sur lesquels nous travaillons, de manière, je vous dis, vraiment, vraiment quotidienne. Donc c'est la communication entre les collègues, ce sont les congrès et la littérature médicale. D'accord. Alors, si on revient un petit peu plus globalement sur l'hormonothérapie, on a beaucoup de questions sur le choix de proposer l'hormonothérapie à une patiente. Voilà. À quelle personne on va pouvoir proposer cette hormonothérapie? Comment on calcule un peu le bénéfice, le rapport entre le bénéfice et le risque, donc le bénéfice qu'on peut tirer de l'hormonothérapie et les inconvénients qui peuvent être liés aux effets secondaires. Voilà. Est-ce que vous pouvez apporter quelques réponses là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ces dernières années avec l'arrivée éventuellement de nouvelles molécules? C'est toujours pour moi la question, Guillaume? Oui. Ouais. Alors, je vais poser le débat de manière simple et je vais me faire détester par 245 personnes qui sont connectées. L'hormonothérapie, et c'est peut-être pas assez expliqué, c'est ce que je perçois dans les commentaires du chat. L'hormonothérapie pour les cancers du sein RH+, c'est le traitement qui apporte le plus de bénéfices. Qu'est-ce qu'on appelle un bénéfice? C'est la diminution du risque de développer des métastases, et je rappelle que les métastases, c'est ce qui fait mourir dans le cancer. Et c'est aussi la diminution du risque de développer des rechutes locales, c'est-à-dire dans le sein traité ou dans l'autre sein, par exemple. Donc, au total, l'hormonothérapie, qui est indiquée, comme il a été très bien rappelé par Anne-Louise, pour les cancers du sein qui présentent des récepteurs aux œstrogènes, est une technique thérapeutique qui diminue le nombre de décès imputables au cancer du sein chaque année. Et c'est de tous les traitements celui qui diminue le plus, historiquement. Donc, il faut bien poser la base fondamentale, qui est qu'en matière de cancérologie, et sans du tout obérer tout ce qui va avec, et c'est l'objet de la réunion ce soir. Mais la base, j'ai envie de dire en béton, sur laquelle on s'appuie, et probablement elle est tellement en béton qu'on ne prend plus le temps de l'expliquer, tellement ça nous semble évident, et évidemment il faut le expliquer, le réexpliquer. Cette base-là est la base ultra solide sur laquelle on s'appuie pour proposer ces traitements. Après, j'entends absolument tous les commentaires sur le défaut d'explication, on va trop vite, peut-être on n'écoute pas assez, dont acte. Mais sur l'aspect bénéfice, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Il y a certaines questions aussi sur la durée des traitements, entre 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'on a des informations? Aussi pour répondre rapidement, mais faire passer les messages. Donc, c'est une question qui est très ancienne, puisque l'hormonothérapie, ça a 50 ans. Hein, donc, c'est des médicaments qu'on manie depuis 50 ans, hein, les années 70 pour le tamoxifène, qui est un vieux médicament, mais qui marche toujours aussi bien. Et quand on a développé l'hormonothérapie, on s'est interrogé progressivement sur la durée et effectivement sur le rapport entre bénéfice tel que je viens de le définir et risque au sens où on l'entendait historiquement, qui est le fait d'avoir des effets secondaires graves au sens vital du terme, pas au sens qualité de vie, mais au sens vital.
Et c'est comme ça que progressivement, on a développé un premier dogme qui est de 5 années. Et puis, avec le recul et avec l'amélioration régulière du pronostic qui nous a donné la possibilité de suivre des patients sur 10, 15, 20 ans, et la mise en évidence du fait qu'il y avait des rechutes tardives à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans après le diagnostic, donc s'est posé la question de l'intérêt de prolonger l'hormonothérapie. Et aujourd'hui, pour faire dire les choses brièvement, il y a à peu près une vingtaine d'études qui confirment que dans certaines situations, il y a intérêt à prolonger au-delà de 5 ans. Cette prolongation, elle se fait en décision concertée au cas par cas, en fonction de la tolérance des 5 premières années, et puis des caractéristiques individuelles et de la maladie de chacune et chacun. D'accord. On a pas mal aussi de témoignages dans le chat sur la difficulté de gérer les effets secondaires qui amènent, alors même si l'étude montre que ça intervient pour 10% des personnes à peu près qui ont répondu au questionnaire, qui amènent des patientes à arrêter le traitement. Quel message vous auriez envie de passer à une patiente qui arriverait en consultation et qui vous dirait voilà, que les effets secondaires sont trop difficiles à gérer et qu'elle a donc décidé d'arrêter son traitement? Est-ce que c'est aussi envisageable dans certains cas une personne pose cette question d'envisager un traitement un peu saccadé, c'est-à-dire en faisant des pauses pour laisser peut-être le temps au corps d'absorber les effets secondaires? Alors, l'arrêt-traitement, c'est notre difficulté quotidienne. C'est une question qui revient à chaque séance de consultation. On est confronté à des discussions parfaitement légitimes, comme tout ça est très très bien souligné par tout ici, sur l'interaction entre le traitement et la qualité de vie selon le type d'effets secondaires ressentis, en tous les cas présentés ou rapportés par les patientes lors des entretiens de consultation. Donc oui, c'est une question permanente. Donc après, c'est véritablement une évaluation individuelle. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, de manière répétée, là c'est le cancérologue qui vous parle, mais je suis bien obligé de vous parler en tant que cancérologue, de hiérarchiser les questions. La question première, à notre sens, reste quand même celle du bénéfice cancérologique. Donc je pense qu'on peut et qu'on est fondé à rappeler en permanence l'intérêt thérapeutique fondamental de ces traitements. Ensuite, c'est au cas par cas, c'est-à-dire que c'est bien à nous, alors je vois beaucoup de commentaires sur le manque d'écoute et je le comprends très bien, mais c'est quand même à nous que ça revient et bien sûr, c'est notre responsabilité aussi d'entendre, donc d'écouter et d'entendre ce qui est décrit par chacun et chacune devant nous, de voir ce qui est le plus invalidant et de voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en face de ça et ce que il ou elle est capable de mettre en place aussi de son côté si on admet que l'objectif principal reste quand même d'adhérer au traitement pour essayer de se débarrasser de ce cancer. Donc, il y a des techniques pour les bouffées de chaleur, il y a plein d'options pour ce que sont les phénomènes douloureux. Il y a évidemment beaucoup d'accompagnement social qui est mis en place. On a toute une batterie d'ateliers d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place à Curie pour répondre à ces différentes questions. Donc, tout ne va pas pour tout le monde. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'on fasse un travail en commun de hiérarchisation des questions et de voir ce qui est le plus important. Et puis, si le traitement est arrêté, eh bien, il est arrêté. Et puis, on peut en discuter aussi. On est là pour travailler ensemble. On peut faire des traitements avec des arrêts séquentiels qui étaient des parties de la question. On sait qu'on perd des chances. Ça a été démontré. C'est-à-dire que si on arrête, on perd un peu de chance. Autrement dit, on réaugmente un peu son risque de rechute. Bon, il faut le savoir. Il y a des patients qui peuvent tout à fait accepter ça pour passer des mois plus tranquilles avec moins d'effets secondaires. Et c'est aussi une question de discussion individuelle. Je viens de voir aussi passer une question dans le chat sur des recherches éventuelles sur de nouvelles molécules d'hormonothérapie qui limiteraient ces effets secondaires. Puisqu'en effet, on le voit, c'est quand même un des bénéfices de la recherche ces dernières années, d'avancer sur ces deux jambes, c'est-à-dire de se préoccuper, comme vous le dites, d'améliorer, de limiter le risque de récidive, de métastase, mais aussi de se préoccuper de ces questions d'effets secondaires. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles recherches et est-ce que vous pouvez nous dire aussi à quel point aujourd'hui c'est intégré, peut-être dès le développement des nouvelles molécules? Est-ce que c'est une question qui est prise en charge dès la phase des essais cliniques? Alors, je réponds d'abord à cette question. De manière générale, le développement des approches thérapeutiques en cancérologie, ça concerne aussi la radiothérapie, par exemple,
a quasiment systématiquement un volet qualité de vie. C'est-à-dire qu'on a, dans tous les cas, toutes les grandes études, c'est-à-dire les études qui sont faites pour changer la pratique, donc qui amènent des nouveaux médicaments, des nouveaux procédés diagnostiques ou autres, il y a quasiment systématiquement, et de toute façon, ça nous est maintenant demandé par nos autorités de tutelle, des volets qualité de vie avec le type de questionnaires qui vous ont été très bien montrés par Louise et Anne tout à l'heure, d'autres questionnaires parfois plus spécifiques, ça dépend de la question posée. Donc la réponse est oui, le développement des nouveaux médicaments en général s'accompagne d'évaluation de la qualité de vie. Ensuite, pour ce qui est des nouveaux médicaments d'hormonothérapie, alors il y a des médicaments à l'étude, mais qui ne sont pas faits pour réduire les effets secondaires. Ils sont faits pour augmenter l'efficacité. Après, la qualité de tolérance de ces nouveaux médicaments, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, est plutôt satisfaisante. On n'a pas jusqu'à présent de vraies limites qui feraient que le développement est bloqué. Ça arrive avec certains médicaments cancérologiques, le développement s'arrête parce que la tolérance n'est pas acceptable. Mais ces nouvelles classes médicamenteuses qui sont encore à des stades très précoces, donc pas du tout prêtes d'être, en tous les cas, diffusées de manière générale, ont des effets de type hormonothérapie plutôt pas très marqués, mais ce n'était pas forcément l'objectif initial. L'objectif initial est toujours d'essayer d'augmenter l'efficacité. D'accord. Donc on reste toujours sur un objectif premier qui est d'augmenter l'efficacité, tout en s'intéressant dès le début à la question de la qualité de vie. On marche sur deux jambes. Est-ce que c'est un objectif raisonnable? On peut admettre que malgré tout, quand on traite un cancer, augmenter l'efficacité des traitements est un objectif qui reste, j'espère, médicalement et humainement entendable. Oui. Je vois une autre question. Non, ça va. On peut peut-être revenir un petit peu aussi sur les bases de l'hormonothérapie. Entre les inhibiteurs de l'aromatase et le tamoxifène, et comment le choix se fait? Est-ce que... voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut que je monopolise toujours la parole, mais très schématiquement, le tamoxifène est proposé aux patientes non ménopausées et les inhibiteurs de l'aromatase aux patientes ménopausées. Après, il y a des nuances, puisque comme Claire Bonneau l'a souligné dans le chat, il y a des évolutions récentes qui font qu'on a étendu les indications d'inhibiteurs de l'aromatase à des femmes plus jeunes. En général en couplant avec des médicaments type décapeptides qui bloquent le fonctionnement ovarien. Là aussi, l'objectif premier, c'est l'efficacité, et cette augmentation d'efficacité est démontrée. Donc on revient après au colloque singulier, c'est-à-dire que c'est bien la discussion individuelle qui doit à la fois expliquer ces éléments de connaissance et de décision, et puis qu'on voit ensemble comment mener les choses au mieux. Pour peut-être revenir quand même à la question des effets secondaires, donc vous le dites, on le voit dans pas mal de témoignages, on sent qu'un certain nombre de patientes ont du mal à ressentir une écoute de la part des médecins. Quels conseils vous pourriez leur donner? On voit que la prise en charge de ces effets secondaires, elle est complexe parce que les effets secondaires, par leur nature aussi, sont complexes. Donc, quelle prise en charge on peut proposer? Quelle solution on peut proposer pour une patiente qui a le sentiment de ne pas être entendue et d'être en panne de solutions pour la gestion de ces effets secondaires? Je ne sais pas si j'ai une recette miraculeuse et magique c'est toujours... sur le dialogue médecin-patient et je pense prendre ma part dans cette affaire où je ne peux pas, quand je vois 30 ou 35 malades dans la journée, toujours avoir une écoute parfaite. J'ai envie de vous dire que la meilleure réponse serait avoir plus d'oncologues. Pour disposer de plus de temps et 30 malades dans la journée, vous imaginez bien qu'au bout de 25, on commence à fatiguer un peu et humainement, c'est juste normal. Mais on le fait quand même. Donc, à part marteler, je pense, et répéter à nos médecins que finalement, ce n'est pas si simple ces traitements, interroger quand même l'institution dans laquelle on est pris en charge sur la manière dont la suite est gérée. Il existe normalement une obligation maintenant de remettre à la fin de la phase initiale des traitements, donc schématiquement chirurgie, chimio quand il y en a, et radiothérapie, un programme qui s'appelle le PPAC, donc programme personnalisé pour l'après-cancer, qui doit comporter des ressources de type soins de support et qui doivent justement accompagner les patients et patientes, soit parce qu'il y a des effets secondaires qui restent des traitements antérieurs s'il n'y a plus aucun traitement, et notamment pas d'hormonothérapie, mais aussi bien sûr les patientes majoritaires, comme on l'a vu, qui reçoivent une hormonothérapie.
Donc après, c'est aussi à chaque institution de s'organiser. Je ne sais pas si on aura, je pourrais vous montrer si vous voulez ce qu'on commence à faire à Curie. Et c'est balbutiant, tout ça est nouveau. Il faut juste bien comprendre que cette porte s'est ouverte, et c'est une porte magnifique. Cette porte s'est ouverte parce que les taux de guérison sont tels et les durées de survie, j'ai vu que les gens n'aimaient pas le mot survie, mais pour nous, survie, ça veut dire quelqu'un qui ne meurt pas de son cancer. Et c'est quand même ça notre boulot, c'est d'empêcher les gens de mourir de leur cancer. Enfin, je suppose. Cette porte s'est ouverte parce que les progrès thérapeutiques ont permis de guérir en masse des patientes, évidemment qui se retrouvent de ce fait en partie confrontées à ces effets secondaires. Et donc nous rentrons dans une phase particulière dans le cancer du sein, absolument géniale, tout à fait nouvelle et pour laquelle nous sommes mal formés, qui est la participation collective comme ce que nous faisons ce soir, c'est-à-dire de voir ensemble ce qui est une fois qu'on a mis le cancer derrière et comment on avance avec ce qui reste. Et ça, c'est un chapitre qui s'ouvre hein, et qu'on va faire avancer tous ensemble. Donc en effet, tous ensemble, et c'est là en effet, c'est un peu ce que je disais, c'est vrai que cette prise en charge, elle devient plus complexe et donc elle doit faire sans doute aussi intervenir plus de professionnels de santé, d'associations. On en parlera le mois prochain aussi, puisqu'on aura la prochaine conférence sera consacrée aux questions du bénéfice de l'activité physique, dans lesquelles peuvent intervenir aussi des associations, d'autres professionnels qui rentrent dans les centres de soins. Et donc, en effet, comme le dit le docteur Cottu aussi, c'est vrai que ça prend du temps, parce que ça veut dire aussi que de nouveaux professionnels de santé doivent apprendre à travailler ensemble, à bien séquencer aussi leur interaction. Et, donc, et sachant qu'on a peu de financement pour ça, hein, on se heurte après toujours à des réalités tragiquement concrètes. On n'a pas beaucoup de personnel formé, puisque c'est un champ nouveau. On n'a pas de budget dédié. C'est une activité qui rapporte extrêmement peu à l'hôpital. Donc nos directions, humainement, elles sont tout à fait concernées, compréhensibles. Mais après, quand il s'agit de mettre en face les moyens humains et des locaux et tout ça, ce n'est pas si simple. Voilà, donc c'est un effort citoyen véritablement, je pense, hein, de nous tous. À ce sujet, on parle des questions financières. Un certain nombre de personnes nous demandent s'il y a une prise en charge de certains traitements complémentaires par la sécurité sociale. Pas du tout, bien sûr que non. Ouais. La kiné, ça peut être le cas. L'activité physique, ça dépend du contexte dans lequel c'est fait. Ça dépend. Nous, on a des programmes qui ont été financés pendant un certain temps, puis plus financés du tout. Donc non, c'est fragile et ça crée des inégalités, on en a bien conscience. Alors pour revenir sur une question un peu plus fondamentale, pour revenir à la biologie de la maladie, est-ce qu'on connaît l'origine des effets secondaires? Et du coup, est-ce qu'on arrive aussi à identifier aussi peut-être si certaines personnes vont être plus susceptibles de développer certains effets secondaires? Alors, il y a deux questions différentes. Il y a l'origine et pourquoi il y a des personnes qui développent et d'autres qui ne développent pas. Et je pense que c'est deux choses différentes. L'origine, c'est très simple. On utilise des médicaments qui ont pour objet de bloquer le fonctionnement des œstrogènes. Tous les effets secondaires, à peu près, qui sont décrits, sont reliés à ça. Il faut juste savoir, par exemple, pour les articulations, le cartilage articulaire est bourré de récepteurs aux œstrogènes. Ce qui veut dire que son aspect de nutrition régulière, de renouvellement, de fonctionnement normal, est en partie sous la dépendance des œstrogènes. On enlève les œstrogènes parce que c'est l'effet thérapeutique qu'on recherche, et bien il y a un effet sur le cartilage articulaire et ça fait mal. Et je pourrais vous décliner comme ça à peu près tous les effets secondaires. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi il y a des patientes chez qui ça sera le tableau articulaire qui sera prédominant, l'autre ça sera les bouffées de chaleur, le troisième ça sera les troubles de l'humeur, la quatrième ça sera les troubles cognitifs, et puis la cinquième ça sera la prise de poids, et la sixième ça sera les virilisations par exemple. Et c'est rare que ce soit tout à la fois chez la même personne, même si évidemment il y a toujours des gros lots, mais néanmoins il y a des différences individuelles. Alors je pourrais faire un peu de biologie savante, je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt maintenant, mais simplement vous pouvez comprendre intuitivement que nous sommes tous différents et qu'à médicament égal, on a des toxicités différentes qui sont liées à nos particularités génétiques, pas au sens anomalie, mais simplement au sens différence. Hein, il y a les yeux bleus, les yeux marrons, et bien là c'est la même chose. Par un médicament égal, il y en aura qui auront mal aux articulations et d'autres qui auront mal à la tête. C'est exactement la même chose, et ça c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est simplement nos différences intrinsèques.
Alors, il y a d'énormes travaux qui sont faits pour répondre à ces questions qui sont très complexes. Je ne suis pas sûr qu'on attend de les détailler là. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, ça n'a pas forcément donné grand-chose. D'accord. Alors, peut-être pour revenir sur un effet secondaire un peu spécifique, une personne me pose une question sur la contraception. Est-ce que c'est compatible avec l'hormonothérapie? On a vu qu'il y avait dans l'étude, il y avait certains arrêts pour des grossesses. Voilà. Alors, la contraception, oui, qui est obligatoire puisque qui est obligatoire pour les femmes non ménopausées, bien sûr, au sens où le tamoxifène en particulier est un médicament tératogène. Donc la contraception mécanique, pas hormonale, est obligatoire. Alors mécanique comme on veut, hein, stérilet, préservatif, etc. Alors, on a parlé de certains nouveaux médicaments. Une personne sur le chat nous parle d'une nouvelle classe de médicaments dont on entend pas mal parler, qui sont des vaccins ARN messagers. Elle dit qu'elle a entendu que des vaccins ARN messagers pourraient éventuellement devenir un remplaçant de l'hormonothérapie. Je veux bien sa source alors, parce que ça, je ne le connais pas et j'en ai jamais entendu parler. D'accord. Je crains fort l'amalgame et le fantasme autour de ces ARN messagers. C'est peu probable parce que, très rapidement, l'ARN messager, le but, c'est de faire fabriquer des protéines par des cellules. C'est à ça que ça sert, l'ARN messager. Là, ce qu'on cherche, c'est exactement le contraire, hein, puisqu'on cherche à bloquer l'action on bloque une protéine en particulier, qui est le récepteur aux oestrogènes. On pourrait imaginer des thérapies géniques très complexes, mais je ne vois pas bien ce que ça changerait, puisque de toute façon, la question principale, quelle que soit la méthode, c'est de bloquer l'action œstrogénique. Donc on le fasse de manière très savante avec une technique génétique quelconque, pourquoi pas, mais ça ne changera pas le fond du problème. D'accord. Et alors une personne me pose la question, la différence entre la toxicité dont on a parlé et les effets secondaires. Il n'y en a pas, c'est deux mots pour dire la même chose. Voilà, c'est deux mots pour dire la même chose. D'accord. Très bien. Après, même en anglais, hein, parce que vous avez vu qu'on est un peu parasité par l'anglais, on vous a expliqué pourquoi. Adverse events en anglais, c'est effet secondaire, et toxicity, c'est toxicité. Et en fait, on utilise un peu indifféremment l'un et l'autre. J'ai envie de dire toxicité, c'est un peu plus le langage commun, et effet secondaire, c'est plutôt ce qu'on utilise en matière scientifique. Mais en fait, tout ça est assez. C'est vraiment blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. On a parlé un petit peu de personnalisation des traitements. Ouais. Là, je vois une personne qui nous pose une question qu'elle a déjà posée. Est-ce que c'est normal qu'on donne la même dose à une patiente de 50 kg à une patiente de 80 kg? Oui, tout à fait. C'est normal parce que, comme les antibiotiques, on donne à peu près la même dose, quel que soit le poids. En fait, il faut bien comprendre que cette histoire de poids est une notion assez ancienne qui n'est plus très valide et que la plupart des médicaments ont un métabolisme qui est indépendant du poids. Deuxièmement, pour le tamoxifène, on a testé plusieurs doses depuis très longtemps, donc 5, 10, 20, 40, 80 mg. Et en fait, on a montré que quel que soit l'âge et le poids, etc., la dose de 20 mg est la dose standard. Et probablement, chez certaines patientes, 10 mg peuvent suffire. En tous les cas, monter ne sert à rien, y compris en cas d'obésité. Ou baisser en cas d'extrême maigreur, par exemple. Et troisième chose, pour les inhibiteurs de l'aromatase, sont des médicaments qui ont une action pharmacologique qui est très très puissante. C'est-à-dire que de toutes petites doses suffisent toujours à avoir l'effet pharmacologique. Et on a monté jusqu'à 10 fois la dose avec l'inhibiteur de l'aromatase. En fait, on ne fait pas mieux que les doses standards qui sont prescrites. Donc, c'est une question qui n'est pas du tout éludée, hein, qui a été très étudiée et qui est tout à fait résolue aujourd'hui. Peut-être pour conclure, un mot un peu de prospective, si on devait refaire un peu cette conférence dans 5 ans, quels seraient pour vous les sujets que vous aimeriez évacuer, enfin quelles seraient pour vous un peu les grandes questions que vous aimeriez ne plus entendre en consultation, et comment vous souhaiteriez un peu qu'on arrive à modifier la prise en charge de ces effets secondaires? Je ne sais pas si c'est une question que j'aimerais plus entendre, mais plutôt de problèmes. Vous avez vraiment mis en place des parcours de soins et de suivi absolument géniaux. Voilà, c'est plutôt ça que j'aimerais entendre. 5 ans, ça serait bien. Hein. J'ai un peu de mal à y croire quand même. Je pense que ça prendra plus de temps que ça, malheureusement.
Ouais. Et peut-être pour terminer justement sur la prise en charge des effets secondaires, donc on a compris, c'est une prise en charge complexe qui doit impliquer pas mal de professionnels de santé. Il y a quelqu'un qui nous interroge sur le CBD. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le CBD. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a s'il y a des études pour utiliser ce cannabinoïde pour la prise en charge des effets secondaires? Oui, tout à fait. Il y a des études qui démarrent, pas spécialement d'ailleurs pour l'hormonothérapie, mais pour les phénomènes de douleur, d'anxiété et autres, les nausées par exemple. Alors, ça peut avoir des effets absolument utiles. Je n'ai certainement pas à faire de discours primaire anti-CBD ou THC, par exemple, qui est l'autre cannabinoïde utilisé, le tétrahydrocannabinol. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est de le faire de manière un peu encadrée, notamment parce qu'il y a des interactions médicamenteuses possibles. Des médicaments comme le tamoxifène sont sensibles aux interactions avec certains médicaments. Donc, ça peut modifier un peu l'efficacité, ça peut modifier un peu la toxicité. Et si l'effet, par exemple, de bénéfice est lié au fait qu'on diminue l'exposition aux médicaments, du coup, on va perdre l'efficacité. Donc, il faut être un peu vigilant avec ça. Je pense qu'on est tous prêts. Moi, j'ai plusieurs patients sous CBD, ça ne me pose aucun problème. Mais ce n'est pas moi qui le prescris. Je vois ça avec mes collègues de soins de support. Et on le fait en bonne entente et on le fait, si possible, avec l'avis d'un pharmacien. Et ça, c'est peut-être un message aussi sur les différents traitements qui peuvent être soit proposés ou soit entrepris par les patients. Ça fait partie des toujours en informer l'oncologue qui gère, puisqu'il peut y avoir en effet dans certains cas des incompatibilités, des intolérances lorsqu'on peut superposer certains traitements. Voilà. Je vois qu'un certain nombre de sentinelles commencent à se déconnecter parce qu'on avait dit qu'on tiendrait notre timing et que la conférence durerait 1 heure. Donc, je pense qu'on est à peu près, on n'a pas pu répondre encore une fois à l'ensemble des questions. On a essayé de couvrir l'essentiel des sujets qui avaient été abordés. Donc, je tiens vraiment à remercier Anne, Claire et Paul pour votre présentation et la réponse à toutes vos questions. Merci beaucoup à vous pour cette étude et le temps que vous avez consacré aux Sentinelles pour cette conférence. Et je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le mois prochain, donc le 19 octobre, pour un prochain live, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une étude qui a visé à mesurer les bénéfices d'une pratique d'activité physique adaptée après un cancer du sein. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et au mois prochain. Merci à tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir.